Bonjour, on revient vers vous aujourd'hui avec Jean-François Amadieu, qui est sociologue. Il a écrit sur le pouvoir des apparences et évidemment, en matière de recrutement, les apparences du candidat, les apparences du discours, les apparences du recruteur comptent plus que tout dans l'objectivité ou la formation de la subjectivité des conclusions qu'on tire de l'entretien. On en parle tout de suite avec lui. Bonjour Jean-François. Bonjour. C'est un exercice en soi. Et cet exercice n'est pas une mise en situation professionnelle. C'est ça qu'on reproche à l'entretien. Si vous mettez quelqu'un au boulot pour regarder s'il est capable de faire le boulot, ça marche. Si vous lui faites faire un entretien, qu'est-ce que ça prouve? Si vous demandez à une coiffeuse de coiffer, elle coiffera. Et vous pourrez savoir si elle sait coiffer. Si vous faites un entretien avec cette coiffeuse, qu'est-ce que vous apprenez? Elle n'a pas l'habitude. L'entretien, qu'est-ce que ça va révéler sur cette coiffeuse? Probablement rien de très intéressant par rapport à son boulot. Quand quelqu'un vous dit qu'en une minute, en regardant les yeux de quelqu'un, il est capable de voir ce qu'il a au fond du cœur, son âme ou son intelligence, évidemment, c'est une plaisanterie. En fait, il a simplement été influencé par le visage, par l'agrément de cette personne, et il se laisse abuser et il se trompe. Autant on juge sur l'apparence de quelqu'un, autant on ne verra pas l'intelligence de quelqu'un dans ses yeux. Donc les yeux du candidat ne peuvent pas être modifiés lorsqu'il va venir à un entretien. Il ne changera pas ses yeux. Donc le recruteur a tort de croire qu'il distingue de l'intelligence. Le candidat, cela dit, préconisation. Si un candidat veut faire plus intelligent, qu'il mette des lunettes. Très rapidement, on se forge une opinion sur l'intelligence de quelqu'un en face de soi, mais on est très influencé en réalité par son physique. Par exemple, les personnes belles, on les trouve plus intelligentes comme par hasard. Et bien sûr, c'est faux. Si vous prenez un exemple de personnalité typique, vous avez quelqu'un d'un peu gros qui arrive devant vous, automatiquement, le recruteur va trouver que cette personne a une personnalité faible, il est peu dynamique, voire on ne le trouve pas compétent. Et bien sûr, là aussi, on se trompe. Alors là, si on rentre dans la gestuelle, beaucoup s'y attachent. Alors, par exemple, un élément très simple, il ne faut pas avoir les mains moites. Vous ne serez quasiment jamais recruté si vous avez les mains moites. Une fois, pour un test, on avait utilisé des acteurs professionnels qu'on avait recrutés par un casting. Et donc, ces acteurs, on les envoie à des recrutements. Et des recrutements de vendeurs pour être commerciaux. Et je me souviens très bien qu'un des acteurs qui avait fait ça, après, était très étonné parce que beaucoup de recruteurs d'entreprises l'embauchaient alors qu'il n'avait jamais vendu quoi que ce soit de sa vie. Tout était faux, son CV était faux, etc. Et ce qui est incroyable, c'est que, au fond, pourquoi pas ? Puisqu'il avait menti de A à Z, mais il l'avait tellement bien fait que du coup c'était un très bon vendeur. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il s'est tout simplement bien vendu. Mais comme c'est le métier justement de vendre n'importe quoi, c'est parfait, et c'était un vendeur parfait. Si vous vous adressez au candidat, il serait contre-productif de lui dire qu'il doit se rendre à un entretien en étant lui-même. Le premier point, c'est vraiment de savoir quels sont les dress codes et quelles seront les manières de faire qui sont les plus adaptées à l'entreprise. L'essentiel des informations qui vont passer de manière, pas par ce qui est dit, mais bien sûr par le non-verbal. Tout va se jouer dans les premières secondes lorsque vous franchissez le pas de la porte, que vous dites bonjour, que vous serrez la main et que vous allez vous asseoir. En une minute, l'essentiel est joué. Il faut savoir que ce qui va se dire après pendant 3/4 d'heure, 1 heure, va avoir un rôle moins important, finalement assez marginal. Dès lors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention. Il sera difficile d'inverser un jugement initial. C'est ça qu'il faut savoir. Ça n'inversera pas le jugement initial s'il est défavorable. Deuxième conseil, être dans une vraie fausse sincérité et mise en scène, c'est-à-dire qu'on est... naturellement, on a préparé, naturellement, on sait ce qu'on va dire, mais naturellement, tout ça ne doit pas paraître exagérément guindé et manquer de naturel. Laisser, j'allais dire faussement, mais laisser transpirer ou apparaître un petit peu d'autres aspects, d'un petit peu d'humanité. On n'est pas une machine. C'est vrai que c'est bien de le faire apparaître.
tout le monde est convaincu que l'entretien, c'est non seulement essentiel, mais surtout, et ça c'est plus ennuyeux, chacun a la conviction qu'il a l'habileté et le savoir-faire nécessaire pour bien faire ses entretiens. Les gens ayant le sentiment qu'au fond, ils ont cette intelligence, cette compréhension, cette empathie, enfin bref, ils arrivent à décoder, et puis finalement, l'entretien, du coup, ça marche. Vous voyez, ça marcherait, ils en sont convaincus, et ils sont convaincus eux-mêmes qu'ils savent le faire. Le recruteur se dit toujours, il faut que j'arrive à regarder au-delà, à tirer un peu de vérité derrière les mensonges et la mise en scène de celui qui est là. Évidemment, c'est ce qu'il croit. En réalité, ça reposerait sur l'idée qu'il y aurait une distinction claire entre comment dire, le vrai et le faux, ou la mise en scène de quelqu'un et ce qu'il serait réellement, qu'est-ce qu'il est réellement. Et vous voyez que ce projet, cet objectif de rechercher de la vérité dans l'entretien, en fait, ne va pas bien fonctionner. Et le candidat a droit, donc un candidat qui est un peu malin, il sait très bien qu'au fond, il faut faire semblant d'être vrai, mais c'est un jeu.